cette semaine, on s'intéresse à la commune de Sainte-Anastasie qui est située au nord de Nîmes, à quelques kilomètres au sud-ouest de Uzès. Ici, nous sommes sur le pont Saint-Nicolas, qui est le point le plus bas de la commune. Une commune qui s'étend sur de nombreux hectares et qui est traversée par le Gardon. Voilà, c'est donc la balade que je vous propose de découvrir aujourd'hui, Sainte-Anastasie et toutes les communes qui y sont rattachées. Nous allons voir les gorges du Gardon, le Castellas et bien d'autres choses encore à découvrir ensemble dans cette émission Territoire. C'est parti! I have something to tell you. Can it be true? It must be true, no doubt, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to find? Who's going to be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. Le village de Sainte-Anastasie comporte 5 hameaux, Russan, Aubarne, Vic, Campagnac et les Bégudes. Sa population est de 1582 habitants. Sa superficie est de 4500 hectares. Alors nous sommes toujours dans la commune de Sainte-Anastasie pour ce territoire. Nous sommes avec le maire de la commune. Alors, la spécificité ici, nous sommes donc à la mairie de Russan. Et la commune, alors c'est plusieurs communes regroupées. Enfin, vous allez m'expliquer ça parce que c'est compliqué quand on arrive. Donc c'est une commune qui a été créée à la Révolution, comme toutes les communes, mais elle a regroupé plusieurs paroisses. Et donc chaque paroisse, il y avait Russan, Aubarne, Vic, Campagnac, plus des masses. Mais ça a toujours été une commune au sens de la Révolution. Il n'y a pas eu une fusion, un regroupement de communes. Voilà. D'accord, donc ces 5 villages-là forment la commune de Sainte-Anastasie. Tout à fait. Donc là, vous avez l'ensemble de la commune, avec en dessous Nîmes, le pont de Russan, un premier hameau qui est le principal, c'est Russan. À côté, Aubarne, qu'on a essayé de réunir un petit peu en créant des constructions entre. Un autre hameau, Vic. Un tout petit là, qui s'appelle Campagnac. De ce côté-là, côté Uzès vers là-haut, et Nîmes et Pouls de ce côté, vous avez le pont Saint-Nicolas. Et bien sûr, les gorges du Gardon qui coupent notre commune en 2 morceaux. Des garrigues d'un côté et plutôt de l'agricole au-dessus. C'est à Russan, l'un des hameaux qui composent le village de Sainte-Anastasie et l'un des plus importants, que les habitants trouvent tout sur place, épicerie, café, boulanger et coiffure. Un centre de village animé sur la place de la Fontaine, entouré d'arbres centenaires. Ça, c'est le café. Alors là, on est devant l'église de Russan, donc qui a été inondée en 2002. Alors comment ça s'est passé? Tout le village a été inondé? Non, uniquement les parties qui sont en bordure du Gardon qui ont été inondées. Uniquement, il y a environ une douzaine de maisons qui ont été inondées, qui vont être démolies d'ailleurs. Le foyer qui est à côté aussi va être démoli parce qu'il était sur 3,50 m d'eau aussi.
C'est le Gardon alors. C'est la crue du Gardon et aussi les pluies très abondantes qui font qu'il y a eu beaucoup d'eau, quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette église justement derrière nous? Depuis a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Elle va être restaurée, mais on attend les fonds nécessaires pour pouvoir la restaurer. Parce que dedans, il y a des stucs qui sont magnifiques et des peintures aussi qui demandent d'être faites. Là, elle est actuellement fermée. Elle est fermée, depuis 2002, elle est fermée parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien dedans. Donc on attend notamment les fonds nécessaires pour la restaurer. Il y a eu beaucoup de détérioration à l'intérieur. Détérioration, surtout comme je vous ai dit, sur les peintures, même toutes les boiseries, les boiseries ont été refaites, mais il manque de fonds. Et puis c'est surtout qu'il y avait un tableau qui était dedans, qui était classé monument historique, qu'on a donc enlevé et qui est toujours en cours de restauration aussi. Alors sinon, on peut aller quand même dans les autres églises des autres. Alors, la commune comporte 3 églises. Donc il y en a une à Russan, une à Aubarn et une à Vic. Donc les fidèles peuvent très bien aller à la messe à Vic ou à Aubarn. On avait un monsieur qui était russe, qui est venu nous voir il y a plusieurs années, qui recensait un petit peu toutes les Sainte Anastasie qui existaient en photo, en peinture, dans le monde. Et il nous a remis ce livre qui est assez intéressant et qui permet de voir que finalement Sainte Anastasie, c'est une sainte qui était assez renommée et qui était très, je dirais, peinte dans pas mal d'églises, un peu de partout, notamment dans tout le monde orthodoxe. Allez, après notre visite du centre du village et de l'église, nous retrouverons le maire tout à l'heure. Nous allons partir maintenant à la rencontre de la jeune génération. Et pour les rencontrer, nous partons direction l'école. Alors pour l'école, à l'arrivée de M. Vian à la mairie, il existait trois écoles, une à Russan, une à Aubarn et une à Vic. Monsieur le maire a voulu qu'on fasse un groupe scolaire, donc on a fait ce groupe scolaire qui est derrière nous, actuellement il y a 190 enfants. Ah oui, pour une commune de 1500 habitants, c'est beaucoup d'enfants. 8 classes, 2 de maternelle et 6 de primaire. Une école à la pointe de la technologie pour le plus grand bonheur des jeunes élèves et de leurs enseignantes. Découvertes et apprentissages sont au programme de notre visite. Alors l'originalité de cette classe, c'est que le tableau noir n'existe plus. On a derrière nous un TBI. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'un TBI. Alors un TBI, c'est un tableau blanc interactif. Alors c'est une chose extraordinaire en matière d'enseignement qui va, je pense, révolutionner les pratiques pédagogiques des uns et des autres. C'est un écran blanc qui est relié à la fois à un vidéoprojecteur et à un ordinateur. Donc ça présente à la fois les avantages qu'on peut trouver dans un vidéoprojecteur classique, mais aussi une interactivité en ce sens qu'on peut agir sur le tableau blanc interactif grâce à un stylet. Donc on peut écrire, on peut accéder à toutes les fonctionnalités de l'ordinateur également. Donc ça ouvre des perspectives très intéressantes sur le plan donc, pédagogique, comme j'ai dit, mais aussi pour les élèves évidemment, qui par ce moyen sont beaucoup plus attentifs, sont beaucoup plus concentrés et tout le monde y trouve son compte.
Ça fait combien de temps que vous l'utilisez, vous, dans cette classe de CM1? Alors ça fait depuis la rentrée, cette rentrée là en septembre. Et bon, maintenant ça commence à aller. Il est clair que il faut quand même que l'enseignant soit un peu au fait des choses informatiques. Mais c'est un système très convivial dans lequel on rentre très vite pour peu qu'on ait un peu l'habitude de l'ordinateur et de l'informatique. Alors, on va le surligner. Dans le Gard, est-ce que vous savez combien de classes sont équipées de ce genre de tableau? Eh bien, je sais que très peu de classes sont équipées et bon, nous avons la chance dans notre commune de Sainte-Anastasie d'être équipés. Donc la mairie a décidé d'équiper peu à peu chaque année toute l'école. Donc à terme, les 8 classes de l'école devraient être équipées de TBI, ce qui va permettre d'une part d'améliorer nos pratiques, mais aussi de nous installer en réseau entre classes, ce qui est une opportunité de plus. Les enfants, eux, comment ils l'ont reçu alors? Ils arrivent à l'utiliser facilement? Les enfants ont été très surpris d'abord à la rentrée de voir ce nouvel outil, qui est quand même assez rare. Il y en a quelques-uns quand même en collège, donc certains avaient des frères ou sœurs qui l'avaient déjà pratiqué au collège. Ce que je remarque moi sur le plan pédagogique, c'est que les élèves sont beaucoup plus attentifs en classe. Leur regard est attiré par le TBI. Ils sont beaucoup plus concentrés. Et également, il y a beaucoup moins de pertes de temps en classe. Voilà un hippopotame. Il est dans l'eau. Ah oui, très bien, ça a un rapport avec l'eau. Étant donné que beaucoup de leçons, beaucoup de séquences sont préparées à l'avance, l'enseignant n'a plus autant de temps à passer à écrire au dernier moment ses textes sur le tableau. Et du coup, bon, en un clic, on passe d'une page à l'autre et c'est du temps gagné. Et toutes ces transitions pour passer d'une activité à une autre, d'un exercice à un autre, sont réduites et donc gain de temps en classe, gain en efficacité. Je travaille dans ma classe en ce qu'on appelle la pédagogie explicite, qui est une pédagogie de transmission des savoirs et pour laquelle cet outil est formidablement adapté. On a également la possibilité de préparer des leçons à l'avance sous forme de ce qu'on appelle des paperboards, c'est-à-dire des sortes de cahiers numériques, de manuels numériques, je pourrais dire, dans lesquels que l'on remplit avec tout le matériel que l'on pense nécessaire pour la leçon, images, photos, textes, etc. Et ensuite, on l'utilise en classe, donc c'est préparé à l'avance, on peut annoter par-dessus, on peut faire des croquis par-dessus, c'est vraiment très complet. Et de plus, tout ce qui est fait sur le paperboard se garde en mémoire. Du coup, c'est très ludique pour les enfants. Et par rapport au contenu, est-ce qu'eux peuvent amener des contenus alors? Alors, les enfants peuvent aussi amener des contenus parce que tous ces documents sont modifiables au dernier moment, bien entendu. Donc, les enfants peuvent aussi amener des contenus que l'on peut garder en mémoire, que l'on peut choisir d'effacer aussi. Et donc, évidemment, les années d'après, on peut l'utiliser ou faire des rappels. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les enfants vont plus volontiers au tableau. Autrefois, alors c'est vrai que pour nous, pour certains adultes, l'informatique c'est encore un truc qui fait un peu peur, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à y rentrer dedans, mais pour les enfants, finalement, c'est leur environnement, hein, ils sont nés dans l'ère numérique, c'est un environnement qui leur est familier, et c'est beaucoup plus rassurant finalement d'avoir ceci en face plutôt qu'un tableau noir. Le tableau noir est associé à l'école, c'est associé aux bonnes réponses, aux mauvaises réponses, etc. Et le geste d'aller au tableau, de demander à aller au tableau, est beaucoup plus fréquent maintenant que devant un tableau noir. En fait, ils demandent à aller au tableau car ils veulent aller faire, aller manipuler. C'est l'attraction de... Ça rappelle les consoles de jeu par le stylet. Et puis bon, bah, c'est quelque chose dans lequel ils sont très à l'aise. Et ils arrivent très, très rapidement à utiliser, ne serait-ce qu'en regardant ce que je fais lorsque j'utilise la palette graphique, etc. Bon, ben, finalement, il n'y a pas besoin d'explication. Tout se fait très vite. Hein. Ils sont très réceptifs sur ce plan-là.
Autre intérêt du TBI, c'est l'informatique en classe et on a ici un outil rêvé pour cela. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre du B2I. Oui, du coup, ça fait un ordinateur géant là. Un ordinateur géant, tout à fait. Le sujet du verre. Alors, En France, c'est assez peu développé, c'est curieux quand même, non? Alors, c'est assez peu développé. Il y a eu une tentative. Le ministère a quand même eu un plan de dotation pour un certain nombre d'écoles. C'est quand même un peu plus répandu dans le secondaire chez nous. En primaire, c'est très rare. Il y a par exemple des pays, donc par rapport aux autres pays, on est quand même très en retard malheureusement. Le Royaume-Uni a un plan, je sais qu'il a un plan de dotation des écoles qui prévoit qu'en 2010, toutes les classes, pas toutes les écoles, toutes les classes seront dotées d'un TBI. Il y a un pays également qui est très en pointe à ce niveau-là, c'est le Mexique, l'Espagne aussi. Et nous, on est quand même assez loin derrière. Le Mexique, c'est étonnant, et la France est en retard alors? Oui, la France est en retard par rapport au Mexique y compris, c'est assez surprenant. Une école à la pointe de la technologie, des palettes graphiques ou des boîtiers de type buzzer peuvent être ajoutés au TBI tableau blanc interactif pour répondre aux questions du professeur sous forme de quiz. Un outil voulu et choisi par l'équipe enseignante de cette école installée en milieu rural. Une initiative qui pourrait faire des petits et s'étendre à tout le territoire. C'est ce que l'on souhaite à tous nos élèves français, particulièrement aux Gardois. Alors retenez-le, l'école de demain, c'est aujourd'hui. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Alors nous sommes toujours dans la commune de Sainte-Anastasie pour ce territoire. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre commune dans son ensemble, une des plus grandes communes du Gard? Alors effectivement, c'est l'une des plus grandes communes en Garrigue. Je crois qu'il y a Barjac qui est un petit peu devant nous, avec 4500 hectares. On a bien sûr aussi des vignes, mais ce qui fait notre spécificité, c'est surtout qu'elle est traversée par le Gardon, avec des gorges qui sont magnifiques. Et on a pu préserver ça pendant 20 ans. Et on a essayé justement de garder, disons, aux portes d'une grande ville, cette spécificité environnementale. Alors là, ça a été voté, vous rentrez dans la communauté d'agglo Nîmes Métropole. Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors ça va changer beaucoup de choses pour la vie des concitoyens, ça va changer essentiellement tout ce qui est quotidien. Voilà, la première chose qu'on met en place, c'est les transports. On était quand même assez isolés, les gens avaient peu de moyens pour se rendre dans les grandes villes, dans les commerces, dans les services. Et là maintenant ils vont pouvoir accéder facilement à tous ces services-là. Donc ça c'est un premier point. Ensuite il y a tous les ados qui, un petit peu dans les villages autour de Nîmes, s'ennuient. Quand ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils vont pouvoir aller au cinéma, ils vont pouvoir faire de la musique, du théâtre, etc. Beaucoup de choses. Il y a les personnes âgées aussi.
des chômeurs. Tous ces gens-là vont pouvoir enfin se déplacer. Et c'était une demande qui était très forte dans notre village. Ensuite, bon, il y a tout ce qui est service technique de l'agglo qui va permettre à la commune de se libérer de pas mal de charges. On sait qu'on ne va pas avoir d'avantages financiers énormes, mais ça, les services techniques aussi, c'est très important. Ça ouvre la commune vers l'extérieur en fait. Voilà, c'est un peu ça, de façon quand même assez modérée, puisqu'on aura toujours cet écran entre Nîmes et Sainte-Anastasie, cet écran qui est à la fois le Canet-Garrigue et le site classé des Gorges du Gardon, qui va nous protéger un petit peu, je dirais, de la dilution dans l'espace nîmois. On ne sera pas comme dans les villes du sud de Nîmes, qui touchent directement Nîmes, on sera toujours un petit peu à l'écart. Et on garde comme ça un petit côté rural, un petit côté identité rurale. Alors, il y a des avantages donc à cette entrée dans la communauté. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Bien sûr, il y a des inconvénients, on les connaît, on les a exposés à la population à plusieurs reprises. Le premier inconvénient, c'est qu'on perd un petit peu de notre pouvoir de décision en matière de transfert de compétences. Bon, ça c'est inhérent à toute entrée dans une nouvelle collectivité. Et puis il y a aussi la taxe professionnelle, dont nos entrepreneurs ici ne sont pas très contents, ce que je comprends, puisqu'on va passer de 16% à plus de 22% échelonné sur 6 ans. Mais enfin bon, il y a quand même d'autres avantages. Plus en généralité, on va dire, qu'est-ce qui fait vivre la commune? Qu'est-ce qui fait l'économie du village? Alors, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, ils ont un petit peu diminué. Quand je suis arrivé dans la commune, il y a plus de 25 ans, moi ils étaient une vingtaine, maintenant ils sont une dizaine. Ils se sont un petit peu, entre guillemets, regroupés, c'est-à-dire se sont achetés les terres entre eux. Il y a une grosse cave, c'est la cave de Bourdic, qui gère pratiquement 80% des vignerons d'ici. Mais c'est pas le secteur essentiel. On a énormément de gens qui travaillent sur Nîmes, pratiquement 70% de la population. On a un petit peu qui vont sur Alès, un petit peu qui vont sur Uzès. Donc on s'est tourné beaucoup plus vers Nîmes que vers les autres communes avoisinantes. Alors 1500 habitants à Sainte-Anastasie, c'est ça? Alors 1582 au dernier recensement. On a à peu près 22, je crois, % d'augmentation par rapport à 1999. C'était un chiffre que nous avions souhaité quand on a mis le POS en place en 1990. À 15 ans, on avait dit on sera 1500. On était en 2005 1506, donc on n'a absolument pas trahi la population parce qu'il y a beaucoup de maires qui annoncent des chiffres qui ne les maintiennent pas. Nous, on les a maintenus et on annonce, si vous voulez, pour la prochaine évolution, à peu près 1800-1850 habitants. Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes maire de la commune? Alors, je suis maire depuis 1989, donc ça va faire 20 ans, on va fêter les 20 ans là, puisqu'il y a eu une année supplémentaire l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez vu une évolution tout au long de ces mandats? Oui. Alors l'évolution principale, c'est quand même le contact qu'on a avec les gens. S'ils sont un petit peu réticents, un petit peu, je dirais, attentistes au départ, après, bon, ils s'aperçoivent très rapidement que quand on est sincère, quand on a du courage, quelle que soit la couleur politique, on peut faire confiance à son maire, à son conseil municipal. À partir de là, on peut prendre des décisions qui sont des décisions qui paraissent un petit peu, je dirais, forcées ou comme certains ont dit, précipitées, mais avec du recul, ils s'aperçoivent que bon, on peut faire confiance, on fait attention à ce qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis dans une petite commune, on est plus près des gens, c'est plus facile peut-être pour dialoguer et pour s'entendre. Tout à fait, d'autant plus que je suis médecin aussi, alors j'ai un contact privilégié avec pas mal de gens, notamment avec les personnes âgées qui se soignent souvent. Et donc on peut discuter, dans le cadre des consultations aussi, de tous les petits problèmes communaux. Vous êtes natif d'ici, vous? Je suis ni moi, non, je ne suis pas natif d'ici. Pas loin en tout cas. Voilà, mais je connais bien la région parce que quand j'étais gamin, je venais me baigner quand même dans le Gardon, comme tous les gamins de Nîmes, avec le vélo ou la mobilette. Nous sommes sur le pont de Russan, donc qui va fêter ses 100 ans cette année. Cette année ou l'année prochaine, on ne connaît pas la date exacte. On fait des recherches pour savoir si c'est cette année ou l'année prochaine. Environ centenaire, presque centenaire. Donc nous sommes ici devant l'entrée des Gorges du Gardon. C'est vraiment la seule entrée. Et donc ces Gorges du Gardon vont d'ici jusqu'à Colias, je l'ai dit tout à l'heure. Et ces gorges sont surtout renommées pour leur beauté. Et puis en plus de ça, c'est surtout l'été, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du canoë kayak dessus. Combien de kilomètres de gorge? Au moins une quinzaine de kilomètres. Et combien de kilomètres appartiennent à la commune de Sainte-Anastasie, justement? Alors, sur les gorges du Gardon, il faut compter qu'environ les 3/4 des gorges du Gardon appartiennent à la commune, sont sur la commune de Sainte-Anastasie.
Quand on fait du canoë, on est à Sainte-Anastasie. On commence à Sainte-Anastasie et on va jusqu'à Colias là-bas. Et Colias n'est pas sur la commune de Sainte-Anastasie. Hein. Enfin, on va jusqu'après le pont Saint-Nicolas. Nous sommes avec monsieur Norbert Picard, qui est lui aussi adjoint au maire. Alors vous êtes natif de la commune, hein? Oui, de longue date. Moi, il y a 75 ans, je suis né, et la famille, il y a 300 ans. Nous sommes là depuis 300 ans. Quelle est votre activité sur la commune? Ah, ben, la commune, maintenant, je m'occupe des employés municipaux, un peu de tout. Hein. Ici, c'est pas la ville. Hein. Sinon, dans votre vie, vous avez travaillé ici? Ah oui, toute ma vie, j'ai travaillé ici. Hein. Dans une entreprise, j'étais actionnaire un peu, et voilà. Vous connaissez bien le village? Je connais par cœur le village, les 3 villages. Alors ici, là, derrière nous, donc on est à Russan, hein, il y a des maisons et suite aux inondations, elles vont être démolies, c'est ça? Démolies, oui, tout là. Celle de M. Chabot, Repke, et l'autre, je ne sais pas qui c'est, Ventestin. L'eau, elle est arrivée jusqu'où alors? Nous, elle est arrivée ici, au-dessus de la rambarde, 1 mètre d'eau là-dessus. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? On a du mal à s'imaginer hein, en voyant la hauteur là. La hauteur du pont, et quand on voit ça, on se demande d'où venait toute cette eau. Hein. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, les maisons étaient submergées jusqu'au premier étage facilement? Ah oui, hein. Oui. Là, même un peu, la seconde était... Une, deux, la troisième, non. La troisième, là-bas, non. Elle est plus haute. Elle est plus haute. Hein. Mais les autres, tout ça saute. Hein. C'est sûr que là, il ne restera plus rien. Ça fera des parkings. Continuons notre périple dans le territoire donc, consacré cette semaine à Sainte-Anastasie. Nous allons aller voir les gorges du Gardon. C'est une route quelque peu chaotique que nous empruntons donc pour visiter cette commune qui s'étend sur de nombreux hectares, quelques 4000 hectares. Sainte-Anastasie, un territoire de garrigues coupé par le Gardon, les gorges sont une des attractions des visiteurs et vacanciers qui peuvent s'adonner aux joies de l'escalade sur des parois abruptes surplombant les méandres du Gardon. Alors là, on arrive aux gorges du Gardon. Voilà, c'est les gorges du Gardon. C'est là où il y a des falaises qui sont renommées pour l'escalade. Là-haut, plus haut, il y avait un château qui a été démoli pendant les guerres de religion. C'est le Castellas. C'est le Castellas, oui. Alors ça y est, nous sommes donc, on surplombe les gorges, là c'est splendide, hein, c'est magnifique. Splendide, oui, c'est magnifique comme vous voyez. Alors là, vous avez le Gardon qui en ce moment est figé par la glace et vous avez tous les accrochages pour les escalades. Alors, beaucoup d'escalades l'été. Les gens viennent d'un peu partout de France et même des pays avoisinants pour faire de l'escalade au Castellas. Parce qu'il y a une bonne hauteur de rochers là. Oui, mais surtout que c'est un endroit qui est très protégé, donc ils ont jamais de vent. C'est pour ça que c'est très apprécié des grimpeurs. Alors après quelques kilomètres en voiture et un peu de marche à pied pour grimper jusqu'ici, nous voilà donc au panneau d'orientation. On voit les gorges du Gardon donc, avec ces merveilles de la faune et de la flore, puisque je vois qu'il y a pas mal d'animaux aussi qui habitent ces gorges. Oui, il n'y en a plus beaucoup, vous savez, parce qu'il y en a de moins en moins. Avec toute la pollution, on n'a plus, pour ainsi dire, plus d'oiseaux dans la garrigue. Hein. Plus d'oiseaux, plus de lapins, plus de gibier, plus rien. Et là, on est devant le méandre. Est-ce qu'il porte un nom spécial, ce méandre? Non, il n'y a aucun nom. C'est Le Moulinas, juste. Hein. Oui, alors qu'est-ce que le Moulinas, justement? Le Moulinas, c'est un ancien moulin qui est juste en dessous.
voit bien Voilà. dessous. Il faut se mettre au bord, et là c'est attique. Vestige d'une activité industrielle médiévale, c'est ça? Oh, c'est très vieux quand même. Hein. C'est très ancien. Et derrière nous, donc, les ruines du Castellas, il n'en reste pas grand-chose? Il reste que des pierres. Quelques pierres, c'est tout. Les pans de mur, ils sont là-bas. Cet ancien château qui a été démoli, qui a été brûlé du temps des guerres de religion. Alors ça y est, nous sommes donc sur les ruines du Castellas, il n'en reste pas grand-chose, il faut savoir déjà que c'était un château, hein, parce que là on n'en a pas vraiment idée. C'est vrai qu'on n'a pas idée. Là-bas, un peu plus ouvert, il y a des pans de mur, c'est pas pareil. Mais là, on dirait un champ de bataille. Hein. Et c'est l'oppidum, là, c'est le point le plus haut. Je travaille au service archéologique de la Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, où j'ai en charge la protection du patrimoine souterrain sur l'ensemble des 5 départements de notre région. Alors, qui comprend combien de grottes? Donc c'est dans la théorie plusieurs milliers de grottes, mais on peut dire qu'il y a à peu près, il y a 8 grottes et un site de plein air avec des dessins préhistoriques, et plusieurs centaines, voire milliers de cavités avec des restes archéologiques depuis les origines de l'homme jusqu'aux périodes d'il y a 4 ou 5 siècles. Et j'ai aussi en charge la protection du patrimoine minier, donc parce que les mines disparaissent dans notre région. Et c'est ce qui a fait vivre notre région pendant plusieurs centaines d'années. Donc là, j'effectue le contrôle de la qualité de l'air dans la cavité, afin de voir, d'une part, pour les personnes qui vont à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de risque, puis d'autre part, pour la conservation des peintures, c'est quelque chose qu'il faut regarder, parce que c'est un des éléments principaux pour que les peintures se conservent naturellement. Donc c'est ici qu'en 1940, 4 jeunes lycéens de Nîmes qui visitaient la cavité qui était connue de tout temps ont désobstrué l'argile qui comblait ce passage. Et en creusant une petite galerie, ils ont découvert de l'autre côté des galeries aussi grandes que celles que nous venons de franchir. Et c'est au fond de ces nouvelles galeries qu'ils ont découvert les peintures préhistoriques. L'absence d'oxygène dans l'air et la présence de gaz carbonique dans des forts pourcentages, ça entraîne un engourdissement de la personne, on a tendance à se laisser aller, à s'endormir.
Et ça va jusqu'à la syncope et la mort. Donc c'est pour ça qu'il faut le surveiller de façon très précise. Donc on est à la 5e station, même non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e station de contrôle. Il y en a 10 en tout dans la grotte. Et donc elles se font le long du cheminement depuis l'entrée de la cavité jusque la salle où se trouvent les peintures, qui est le fond de la grotte. Et c'est aussi le cheminement qu'ont emprunté les hommes préhistoriques qui ont réalisé ces dessins. Donc là on arrive à la salle aux peintures, nous sommes à la 10e station de mesure. Et je fais également un contrôle de la température avant de rentrer dans la salle des peintures. C'est vrai que là, ça fait transpirer. Alors c'est impressionnant quand on voit toute cette masse au-dessus de soi. Sur cette paroi de la grotte, on voit l'état avant le nettoyage qui a été réalisé en 1981 par Albert Colomer. Et donc, toutes les agressions de la paroi qui ont été faites par les visiteurs qui venaient dans la grotte comme dans un terrain de jeu, de l'argile, du noir de fumée fait avec des lampes acétylène ou des bougies. On a de la peinture, de la mine de graphite, du rouge à lèvres, des chewing-gums collés. Les griffades d'ours présentent plusieurs tracés parallèles les uns aux autres et dont le fond est patiné, donc c'est quelque chose qui est très ancien, alors que les traces laissées par les visiteurs modernes sont très blanches, très fraîches, et on voit à l'intérieur des creux encore les particules de la roche en suspension. L'homme préhistorique n'a jamais habité dans les grottes. Ça, c'est une image d'Épinal qui existe depuis le 19e siècle. Mais la vie dans une grotte est impossible à cause de l'humidité, de l'absence de lumière. Donc les gens venaient dans les grottes, soit pour chercher des choses qu'ils n'avaient pas, comme l'eau par exemple pendant l'été, parce que sous terre il y a de l'eau qui reste tout au long de l'année. Mais dans le cas des grottes où il y a des peintures préhistoriques comme ici, ils venaient pratiquer des cultes, des religions que nous ne connaissons pas et sur lesquelles les archéologues travaillent pour décrypter tous les messages laissés au travers de ces images. On voit ici les peintures préhistoriques après qu'elles aient été nettoyées, car avant elles étaient recouvertes par des graffitis comme on a vu sur la paroi tout à l'heure. Donc on voit apparaître des figures qui sont très schématiques, mais qui représentent les animaux que fréquentaient ces gens dans leur environnement il y a à peu près 30 000 ans. Donc on a ici une première silhouette de mammouth, où on voit bien au centre la tête, la trompe qui part devant, et de part et d'autre les défenses. Et on voit le corps qui est vu de profil, avec la bosse dorsale qui est très caractéristique chez le mammouth, la patte arrière et sous la tête la patte avant. C'est ce qui fait la richesse de ce travail, c'est que tous les jours c'est différent, que je rencontre beaucoup de gens. Je travaille beaucoup avec les spéléologues de notre région qui sont très sensibles au patrimoine souterrain et qui en sont les premiers défenseurs. Voilà, c'était donc la visite du village de Sainte-Anastasie, des Gorges du Gardon au pont Saint-Nicolas. Voilà une jolie balade. Je vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour visiter un autre village de l'agglomération nîmoise. Je vous souhaite de passer une agréable semaine en notre compagnie sur Télémiroir. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine dans Territoire. Au revoir.